Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On reçoit tout de suite Carla Balthus, la présidente du MEDEF. Carla, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Kwezi. Merci d'être avec nous si tôt ce matin. Carla, vous arrivez, vous sentez encore la parisienne. Vous arrivez tout droit de Paris. Bon, on s'est un petit peu entretenu au téléphone avant pour cette émission. Il y a des choses qui se sont passées à Paris. Oui, à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? On a été voir un petit peu les ministères. Ouais, justement. J'ai été voir les ministères, notamment du travail, parce qu'on a beaucoup de problématiques dont il faut parler, il faut anticiper un petit peu les choses, il faut écouter aussi ce que disent les syndicats de salariés. Ouais. Donc il faut anticiper l'avenir. Donc on avait des sujets brûlants dont il fallait parler. Lesquels ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lesquels ? Mais écoutez, on le sait bien, comme on a dit depuis le début de l'année, il y a le mot de convention collective qui revient chaque année. Donc il faut adapter certaines conventions collectives pour le territoire de Mayotte. Donc avec les syndicats de salariés, les partenaires sociaux de manière générale, on arrive maintenant à s'asseoir autour de la table. On a récemment installé aussi la commission consultative du travail. Ouais. Et donc, ce sont des sujets dont on aura à parler autour de la table de la commission consultative du travail. Et donc, les conventions collectives adaptées, puisque vous savez que... Et donc, Paris a entendu d'une bonne oreille cette volonté de vouloir adapter ces conventions collectives ? Mais c'est le Code du travail qui, entre guillemets, c'est dans la suite logique de l'application du Code du travail. Donc, il y a des secteurs qui ont été plus ou moins, qui seront plus ou moins prioritaires, qui sont déjà ciblés. Il y a pas mal d'entreprises, parce que quand on fait aussi le bilan, même nous, au niveau du MEDEF, on se rend compte qu'on a certaines entreprises où déjà on est à pratiquement 85% d'une convention collective nationale. Donc ça veut dire que pour ces entreprises-là, c'est un petit pas qui est à faire. Ces conventions collectives adaptées, les syndicats de salariés avaient un a priori plutôt négatif. Eux disaient à l'époque, sauf si ça a évolué, et c'était tout l'enjeu de la discussion que vous avez avec eux, eux ils veulent l'application de la convention collective telle qu'elle peut exister à Paris, à Bordeaux, à Lyon ou à Toulouse. Oui, mais on sait bien qu'il y a des parties, enfin il y a des conventions collectives qui ne peuvent pas s'appliquer totalement. Il y a des textes qui peuvent pas s'appliquer totalement et ni bêtement à Mayotte, puisqu'il y a des dispositifs qui ne sont pas mis en place en parallèle. Quand vous parlez du BTP, des congés payés de BTP et des intempéries, c'est quelque chose qui n'est pas mis en place. Donc il y a pas mal de choses qui ne sont pas encore mises en place, il faut les mettre petit à petit. Et puis quand on parle aussi de convention collective, puisqu'il n'y a rien à se cacher, on parle de salaire. Il y a des grilles de salaire. Donc les grilles de salaire ne sont pas adaptées, donc c'est un discours... voilà, il faut s'asseoir autour de la table, il faut en parler, il faut en discuter, voir comment adapter ces fameuses grilles, notamment. Ces grilles et ces conventions collectives, c'est les adapter à Mayotte en vue, j'allais dire, de rattraper et de se mettre et d'être conforme avec ce qui se fait à Paris dans le temps, ou c'est une spécificité pour Mayotte, point barre, on n'y revient pas. Non, c'est que à Mayotte, concernant le droit du travail, concernant les droits sociaux, j'ai envie de dire de manière générale, on sait tous que l'on va vers une convergence nationale. C'est ça. Donc, vous avez l'évolution quand vous parlez des taux de charge, que ce soit salarial ou patronal, on a un calendrier à 2036, et ça veut dire qu'on a une convergence nationale qui est programmée, et tout ça, il faut que ça soit mis en parallèle. Donc, quand vous prenez une grille aujourd'hui au national, en net, ça vous donne un revenu qui est largement supérieur, puisque les salariés, par exemple, vont cotiser à hauteur de 8%, alors qu'au national, c'est plus de 24%. Donc, vous voyez, on a quand même un fossé à rattraper, on le sait tous. Et c'est pareil pour les minima sociaux, parce qu'il faut en parler. La ministre en a parlé aussi lors de sa venue. On a aujourd'hui, par exemple, le RSA qui est aujourd'hui à 50% du niveau national. Aujourd'hui, c'est qui paye la facture ? C'est l'État. Bien sûr. Donc, l'État paye la facture. Avant c'était le conseil départemental, aujourd'hui l'État le paye pour la Guyane et Mayotte, ce sont les deux départements pour lesquels l'État prend en charge. Et bien on peut imaginer un RSA qui très rapidement sera à 100%, puisque l'État le fait pour la Guyane, le paye à 100%, pourquoi ne le paierait pas pour Mayotte à 100%? Et puis aussi le discours que nous on a voulu faire passer dans les différents déplacements, c'est aussi qu'on ait justement l'accompagnement de l'État. Vous me l'entendrez toujours dire à chaque fois que je viens chez vous. Donc l'accompagnement de l'État pour que justement on puisse
avoir cette convergence nationale dans les meilleurs délais, que ça soit pour les salariés, que ça soit aussi pour les entreprises, parce que le but, ce n'est pas de mettre en jeu, de mettre en péril l'activité économique de Mayotte, parce que les entreprises sont très fragiles, on ne cessera de le répéter. Donc il faut qu'on ait cette convergence, parce que c'est la convergence des droits. Il faut cotiser, il faut progressivement, mais il faut aussi un accompagnement de l'État, sans quoi on ne tiendra pas. Pour finir sur ce chapitre des salariés et des conventions collectives, c'est tout de même un couteau à double tranchant, vous en conviendrez. Quand on dit effectivement aujourd'hui le salarié cotise à hauteur de 8%, en métropole c'est 24%. Si demain on devait appliquer cette règle, c'est le net du salarié qui va baisser. Et au moins de 15% si on devait appliquer totalement, c'est-à-dire, imaginons. C'est impossible. C'est ça, et là c'est la révolution. C'est impossible. C'est pour ça que c'est impossible que ça soit pour le salarié, que ça soit pour l'entreprise. Et c'est pour ça que vous arrivez à discuter, à vous entendre avec les syndicats de salariés. On dit cotisation salariale, mais en réalité, c'est à qui de trouver cet argent? C'est toujours à l'entreprise. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut le répercuter sur son chiffre d'affaires, par exemple. Donc il y a des secteurs où on peut automatiquement le faire. Il y a des secteurs où on peut pas. On est en concurrence. Il y a beaucoup d'activités informelles, hein, comme on le sait à Mayotte. Il y a beaucoup de concurrence. Donc si aujourd'hui on devait appliquer du jour au lendemain une grille de salaire comme on connaît au national, c'est toute une économie qui s'écroule. Carla Balthus, vous êtes présidente du MEDEF, ça on le sait. On est en période de Ramadan, ça on le sait aussi. La question suivante, c'est l'économie et le Ramadan. Comment nos entreprises vivent ce Ramadan? Est-ce que le Ramadan pénalise l'économie de l'entreprise ou pas? Parce qu'on sait qu'il y a l'Aïd derrière qui peut rattraper pas mal de choses. Comment se comportent nos entreprises? Écoutez, comme vous le savez, le Ramadan, c'est un mois sacré. Oui. Donc, comme c'est un mois sacré, on se doit aussi de respecter les convictions religieuses des uns et des autres. Donc, le mois de Ramadan, on le sait, voilà, c'est chaque année, c'est comme ça. Des fois, c'est pénalisant. Pourquoi? Ça peut être pénalisant parce que on ne sait pas quand est-ce qu'il commence. On ne sait pas quand est-ce qu'il termine. À un jour près. Ah ben oui, mais moi, je peux vous dire, j'aurais une anecdote très longue à raconter là-dessus. C'est quelque chose qui peut être pénalisant, effectivement, parce que on n'a pas un calendrier comme certains le font, où on sait que ça commence, voilà, ça se termine. Ensuite, le mois de Ramadan, on adapte les horaires pour beaucoup dans les entreprises. On adapte les horaires de travail. On finit plus tôt. La pause méridienne est beaucoup plus courte. Donc des fois, vous pouvez avoir des tensions. Hein, ça fait l'objet même de débats. Je me rappelle dans les CCT passés où on dit il faut une pause ou pas mettre une pause. Le code du travail impose une pause de 20 minutes. Donc ça, on peut pas y couper. Voilà, c'est comme ça. Et ça veut dire quoi, que les salariés commencent plus tôt? Le salarié peut commencer plus tôt et puis il a une pause de 20 minutes puisqu'il n'a pas besoin d'aller déjeuner. Mais globalement, par sur la journée, il fait son même temps horaire. Non, non, c'est bien sûr qu'il doit faire son temps horaire. Voilà. Après, maintenant, s'il y a des entreprises qui veulent faire des cadeaux, ça c'est chacun son choix. Mais le temps du travail, il est juste aménagé. Il est aménagé et donc c'est sur la pause que vous pouvez. Donc les conséquences économiques sur les entreprises, elles sont pas si fortes que ça, parce que le salarié, il est autant productif que quand il n'y a pas Ramadan. Alors, il y a des secteurs d'activité où le Ramadan peut jouer. On l'a déjà vu, par exemple, tout ce qui est restauration. Votre restaurant, il va beaucoup moins tourner parce que vous avez moins de clients. Donc, je sais qu'il y a des entreprises qui, à ce moment-là, en profitent pour carrément fermer. Voilà, donc ils donnent les congés dans cette période-là, puisque le chiffre d'affaires ne couvre pas les charges. Ça, c'est une possibilité. Après, quand je disais il faut s'adapter, parce que j'avais donné comme petit exemple la Poste, qui ferme beaucoup plus tôt. Si vous avez l'habitude d'aller chercher votre courrier l'après-midi, de faire certaines démarches l'après-midi, faut vous adapter. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut... C'est une adaptation, il faut s'organiser. Après aussi, pendant le Ramadan, des fois, vous n'avez pas le choix. Je vais prendre encore l'exemple dans mon secteur de transport. Si les courses terminent à 17h, vous devrez chercher les gamins à 17h. Et on a même eu des années où il y avait le bac. L'heure où le foutari commence, quasiment. Le bac doit se terminer en même temps qu'en métropole. Il était 19h à Mayotte. Et il faut terminer l'épreuve à 19h. Donc le conducteur est obligé d'aller chercher les élèves. Et ça crée des tensions dans l'entreprise? Ça peut créer des tensions dans l'entreprise ou tout le monde comprend? Je pense que les salariés qui sont exposés à une obligation de certains horaires, ils le comprennent, ils s'adaptent, ils le savent. Après, c'est aussi... moi, je sais qu'à partir d'une certaine heure, dans mon entreprise, par exemple, je mets ce qu'on appelle la prime Ramadan, qui est une prime spécifique pour encourager ceux qui travaillent après une certaine heure. Donc, il faut s'adapter, en fin de compte. Il faut s'adapter. C'est le contexte local qui veut ça. Mais c'est sûr que quand vous mangez pas,
vous êtes fatigué plus vite. Ouais, mais justement, ça peut être une incidence, notamment dans votre secteur d'activité, le transport. On va en parler dans un instant. Mais pour l'heure, je voudrais donner la parole à Camar. Alors, pas plus tard qu'hier, je parlais avec pas mal de jeunes entrepreneurs. On entend souvent, à l'époque, c'est vrai, on entendait beaucoup de défiscalisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de fonds. Il y a des jeunes entrepreneurs qui nous disent, oui, il y a des fonds qui peuvent nous aider à lancer des projets, mais la procédure pour répondre à ces projets, par exemple, pour aller demander ces sous, c'est tout un parcours de combattant. Qu'est-ce qui revient souvent au MEDEF? Est-ce qu'on vous dit, oui, on n'a pas besoin de ces sous parce que c'est trop compliqué, il faut tout un dossier? Qu'est-ce qui revient souvent chez vous? Il y a des difficultés effectivement pour remplir ces dossiers-là. Si vous prenez l'exemple de fonds européens, le FEDER, pas plus tard que ce vendredi, nous allons inviter Madame Alexia Haché, qui est chargée de mission aux EGAR, pour justement lui exposer nos difficultés, parce que les difficultés, il y en a. Et c'est pour ça que nous, on prône dans le fameux plan de développement qui est un accompagnement du conseil aux entreprises, aux collectivités, mais aussi aux entreprises, parce que on manque cruellement de cabinets. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas suffisant pour répondre aux appels à projets, pour répondre à ces subventions. Donc, on a des subventions au conseil départemental aussi, mais les montants sont pas très élevés. Je crois que ça a été limité cette année à 50 000 euros. On va pas très loin. Donc, effectivement, ça reste très lourd, tout ça. Et c'est vrai que ces dispositifs, les fonds européens, peuvent, pour certains, ils sont intéressés, mais il faut pas oublier que vous devez avancer. Vous devez avancer tous les fonds. Et vous devez montrer patte blanche, vous devez au centime près, justifier toutes vos dépenses. Et puis, si tout va bien, 2 ans après, 3 ans après, suivant votre projet, c'est à ce moment-là que vous êtes remboursé. Donc, pour moi, ce ne sont pas des dispositifs qui sont évidents. Ce qui peut fonctionner relativement et facilement, c'est la défiscalisation dans certains dossiers. Vous allez demander un agrément, soit en direct, soit via des SNC, avec de la défiscalisation partagée qui varie entre 30 et 36%, où on vous apporte une partie des fonds. Ça, c'est le système qui est à pérenniser et on se bat là-dessus dans les Outre-mer. C'est un système qu'il faut pérenniser, qu'il faut garder pour l'Outre-mer en général parce que ça booste la création de projets. Question piège. Carla Balthus, il y en a toujours une, on est sur Quasi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça vous a pas échappé, les élections européennes, c'est pour ce week-end. L'Europe pour Mayotte, c'est un véritable enjeu, clairement, sur l'aspect notamment financier, et pas que, écologique également, environnemental. Selon vous, en tant que président du MEDEF, quelle est la liste qui pourrait coller le mieux avec les besoins de Mayotte? Sans pour autant faire de politique, mais sur le côté, j'allais dire, idéal des choses. Alors là, c'est une question piège. Oui, vous l'avez dit, Carla. Piège. Je vais sortir mon joker. Elle connaît pas les listes. Je vais sortir mon joker. Je pense qu'au MEDEF, on ne fait pas de politique. Ça, c'est la première des choses. Oui, mais on parlait à l'instant des fonds européens, etc. On ne fait pas de politique, donc chacun vote en son âme et conscience, en fonction de son parti, en fonction de ses idéaux, etc. Mais sur le plan économique, quand on sait par exemple le Rassemblement National qui va vous suivre tout à l'heure, vous succéder tout à l'heure plutôt, pas la présidence du MEDEF, là à cette place, dit que si effectivement le Rassemblement National passe au plan européen, c'est 10 millions d'euros de plus par an pour Mayotte pour lutter contre l'immigration clandestine. Il y a des gens qui évoquent un certain nombre de choses en lien direct avec Mayotte. Vous, sur le plan économique, il n'y a pas une liste qui vous attire plus qu'une autre? Moi, je ne maîtrise pas tous ces sujets-là, je ne vais pas vous le cacher. Et je ne maîtrise pas tous ces sujets-là. On va suivre les élections comme tout le monde. On appelle à tout le monde à aller voter massivement le 26. C'est ce sur quoi on peut exhorter tout le monde à... D'accord, donc une question moins piège, d'accord? Oui. C'est la dernière, Carla, c'est promis. Certaines entreprises se plaignent aujourd'hui du fait qu'elles n'arrivent pas à se faire payer. Payer par les collectivités, par l'État. Par l'Europe, et ça devient véritablement un problème parce que au début on pensait que c'était 1 ou 2 entreprises comme ça, mais il y en a de plus en plus. D'abord, première question, pourquoi les entreprises mettent du temps à se faire payer? Pourquoi l'État ou les collectivités mettent du temps à payer? Et comment on peut régler le problème? Effectivement, comme vous avez pu le voir, on a
écrit à Monsieur le Préfet, on a écrit aussi à Monsieur le Président des associations des maires. On lui a demandé de faire suivre ce courrier à tous les maires de Mayotte. On a une véritable problématique aujourd'hui qui est malheureusement une maladie aussi dans les Outre-mer. Souvent, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, de l'IEDOM, pardon, on va vous dire voilà, les délais de paiement en moyenne sont de tant de jours. Déjà, moi personnellement, j'appelle pas ça des délais de paiement, ce sont des délais de mandatement, mais ça ne veut pas dire entre le moment où vous avez été mandaté et le moment où vous allez être payé, il peut y avoir 1 an voire 2 ans qui s'écoulent. Donc effectivement, on est en train de mettre en place au MEDEF une enquête, à la FMBTP aussi, je sais en parallèle, de toute façon ils sont membres chez nous et adhérents chez nous. On est en train de mettre en place, de faire un état des lieux des impayés. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a des bons élèves. Et il ne faut pas citer que les mauvais élèves, c'est ce que M. Saïd Omar Wali disait. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai quand même les 17 communes dans mon listing. J'ai quand même les 17 communes. Sur 17. Il y a des bons élèves, ça veut dire qu'ils payent un peu plus vite que les autres, dans plus ou moins les délais légaux. Que dit la règle? L'État, c'est 45 jours, je crois. Oui, j'ai plus les... Je crois que l'État, c'est 45 jours. Et c'est pas même l'État qui passe quand même pour être le meilleur payeur, mais il ne respecte pas les 45 jours. Voilà, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est qu'on nous a vendu la plateforme Chorus Pro. C'est ça. Voilà, on vous a dit, si vous déposez numériquement votre facture, vous êtes payé quelques jours après. Et on se rend compte que c'est pas vrai. Donc, on se rend compte qu'il y a comment dirais-je, des difficultés, soit au niveau des mairies, parce que des fois, elles n'ont pas voté leur budget. On lance un marché alors que ça n'a même pas été voté en délibération. Il n'y a pas une délibération, ou bien la délibération. Donc, la procédure n'est pas bonne, en fait. Elle est erronée, il faut la recommencer. Et en fin de compte, moi, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à tous les élus, parce que j'ai participé, comme vous avez dit que je viens de Paris, j'ai participé à la FEDOM, à l'Assemblée Générale de la FEDOM. On a invité Monsieur Servat, député qui représente l'Outre-mer aux commissions de finances. Il nous a donné l'exemple d'un préfet en Guadeloupe qui a lancé une procédure de révocation du maire de la capitale Pointe-à-Pitre. Donc ça veut dire que à quel moment l'État peut intervenir ou pas dans les affaires des mairies, mais c'est vrai qu'il y a une obligation de bonne gestion. Pour ne pas citer cette mairie-là, elle avait 78 millions de déficit, vous vous rendez compte? Donc comment on peut gérer une mairie jusqu'à la pousser, parce que derrière, ce sont les entreprises qui avancent tous ces fonds-là. Donc aujourd'hui, il y a un projet de réforme qui va être déposé, c'est ce qu'il nous a expliqué, pour voir justement comment obliger tout le monde à gérer convenablement sa commune. Et puis l'État aussi doit être un bon élève. Donc on a écrit au préfet parce qu'il y a des institutions de l'État qui sont hors délai. Donc l'État doit montrer l'exemple pour derrière expliquer aussi aux collectivités locales qu'il faut aussi respecter la loi tout simplement. Carla Balthus, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.